Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la suite de la visite de chantier pour André Johnson, hier dans la région de la Cara, aujourd'hui dans les savanes. Partout, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières fait le suivi des ouvrages PGCIT en cours de réalisation. Cela s'appelle une visite d'inspection. La main droite levée, la cérémonie solennelle des 7 membres de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ont prêté serment ce mardi. Cérémonie solennelle devant la Cour suprême. Enfin, cette rencontre à Lomé de l'International des services publics, le secteur santé est plus concerné. Les échanges portent sur le partenariat public-privé, surtout sur le droit à la santé. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Et on commence d'abord par le Conseil des ministres. Il s'est réuni ce mardi à la présidence de la République. Voici tout de suite le communiqué et a sanctionné les travaux communiqués lui ici par le ministre Guy Madié Lorenzo en charge de la communication. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mardi 7 février 2017 au palais de la présidence de la République sous la présidence du président de la République, son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné en première et deuxième lecture 2 avant-projets de loi, délibéré et adopté un décret, écouté 3 communications et suivi un séminaire gouvernemental. Au titre des projets de loi, le Conseil a examiné en première lecture le projet de loi organique portant modification de la loi organique relative à la modification de la loi organique relative à la composition, à l'organisation et fonctionnement de la CNDH. Le Conseil a également examiné en seconde lecture le projet de loi relatif à la protection sociale des personnes handicapées. Au titre du décret, le décret adopté par le Conseil porte création, attribution et fonctionnement de la cellule de suivi stratégique des objectifs du développement durable et des accords internationaux sur le développement. En effet, en adoptant les objectifs de développement durable en septembre 2015, le Togo, à l'instar des États membres de l'Organisation des Nations Unies, s'est engagé à ne laisser personne de côté et donc à mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable. L'agenda de développement à l'horizon 2030 vise l'inclusion économique et sociale des populations. Il prévoit en son sein un mécanisme de suivi qui situe les responsabilités au niveau national, régional et international. Dans ce sens, il s'est avéré nécessaire de mettre en place une cellule de suivi stratégique au niveau de la présidence de la République pour suivre l'état d'avancement des actions prioritaires décidées par le gouvernement en la matière. Cette cellule travaillera en étroite collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des engagements pris par notre pays. Au titre des communications, le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le ministre de la Santé et de la Protection sociale sont intervenus pour présenter tour à tour une communication relative à la présentation des 18e, 19e rapports périodiques sur la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, une communication relative à l'inspection des établissements privés d'enseignement supérieur, une communication relative au plan national de développement sanitaire, PNDS, 2017-2022. La première communication rend compte du rapport de présentation de notre pays sur la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination dans les différents domaines couverts par la Convention, tant sur le plan législatif que sur le plan socio-économique. À la suite de cette présentation et des échanges, il est apparu que le Togo a réalisé de nettes avancées et a été encouragé à poursuivre ses efforts. La seconde communication présente les résultats de l'inspection des établissements privés d'enseignement supérieur du Grand Lomé qui a permis de faire un diagnostic organisationnel fonctionnel de ces établissements au regard de la mise en œuvre du cahier des charges des établissements privés d'enseignement supérieur conçu à partir du référentiel du CAMES. Il en résulte que sur les 62 établissements inspectés, 49 sont de bonne qualité, 7 de moyenne qualité, 1 de mauvaise qualité et 5 de très mauvaise qualité. Soucieux de garantir une formation de qualité aux apprenants, afin de leur donner plus de chances sur le marché du travail devenu très concurrentiel, les établissements classés de mauvaise qualité ont été contraints à cesser immédiatement leurs activités de formation.
Le Conseil a recommandé au ministre en charge de l'enseignement supérieur, au ministre des enseignements primaires et secondaires, ainsi qu'au ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de tout mettre en œuvre pour continuer ce type d'inspection sur toute l'étendue du territoire national et permettre que la jeunesse togolaise puisse bénéficier, tant dans le domaine public que privé, des enseignements et des formations de qualité, en fermant tous les établissements qui ne répondent pas aux critères de l'excellence. La troisième communication présente la méthodologie et le processus d'élaboration du plan national du développement sanitaire 2017-2022, l'évaluation du plan national du développement sanitaire finissant, le cadre stratégique du nouveau plan avec des priorités, son mode de financement et le mode d'emploi et de suivi-évaluation du PNDS. L'élaboration de ce plan national de développement sanitaire participe du souci du gouvernement d'apporter des solutions idoines aux problèmes dégagés par l'évaluation du PNDS finissant et de l'alignement sur les objectifs de développement durable dans le cadre de la mise en place de la couverture sanitaire universelle. Au titre du séminaire gouvernemental, le Conseil a suivi pour la seconde fois la présentation de la revue globale de la mise en œuvre de la SCAP sur la période de 2013 à 2015. Cette présentation, illustrée par un tableau, a mis en exergue les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la SCAP sur la période de 2013 à 2015. Elle a, par ailleurs, clarifié certaines préoccupations en lien avec les objectifs de croissance économique et sociale, les principaux secteurs qui ont boosté le taux de croissance au cours de la période de mise en œuvre de la SCAP et les secteurs qui ont le plus bénéficié de l'aide publique au développement. Cette présentation, très importante, a été enrichie par les différentes contributions des autres départements ministériels en vue de la finalisation du document et d'aller vers plus de performances en faveur de nos populations. Fait à Lomé le 7 février 2017, le Conseil des ministres. Et voilà donc pour le Conseil des ministres réuni donc ce mardi. Nous l'annoncions à titre tout à l'heure, direction maintenant les savanes, la visite d'inspection d'André Johnson. Ici, comme ailleurs, eh bien, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières fait le suivi des chantiers PGCIT, projet gestion intégrée des catastrophes et terres. Désiré Aloy. Notre environnement connaît ces dernières années une dégradation, un phénomène dû au changement climatique. Au Togo, le gouvernement mène des actions à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGCT, pour faire face à la situation. Des actions de prévention et de gestion à l'image de ce camp de sapeurs-pompiers à Dapaon et le reboisement du projet AREF à Narciet, visité par le membre du gouvernement André Johnson en charge de l'environnement. Alors évidemment à Dapaon c'était la quatrième caserne, bien la quatrième unité de secours que j'ai visité. Après Atapamé et Sokodé, j'avoue que j'ai été très déçu par le taux de réalisation et les conditions dans lesquelles les travaux se font. On va veiller à ce que les choses se fassent dans le nord. Après avoir visité justement le reboisement qui se fait, un reboisement réussi dans les berges de Lili, et je me retrouve cet après-midi à Nassiette, où on assiste également à un reboisement qui est aussi réussi. Aujourd'hui, avec ce reboisement et avec ce travail de titan, où les femmes ont été associées, bien que ça représente un travail difficile, c'est un investissement agréable à constater. Et ma foi, aux populations qui s'échinent déjà à faire de ce coin un petit havre de paix et un havre de développement, je leur dis bon courage. Des réalisations qu'apprécient les riverains. Les femmes qui n'avaient pas de terre, aujourd'hui elles ont des terres à cause de la récupération des terres que nous avons pu faire dans ce projet. Et tout au long de la montagne aussi, vous allez voir que nous avons installé une ceinture verte qui soutient la montagne. Ces plans sont sur près de 6 km. Et sur tous ces 6 km, les plants vivent et sont bien entretenus. Plusieurs actions dans le cadre du PIGCT sont menées dans la région des Savanes avec le soutien de la Banque mondiale. Et la première réaction, la toute première réaction en cas de catastrophe, eh bien, c'est le secours porté aux victimes. Tout un savoir-faire, un art. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile forme donc depuis hier population civile et forces de l'ordre sur justement les techniques de base du secourisme. Ramdan Bassina.
Face aux catastrophes qui surviennent ici et là, les responsables de la sécurité constatent que les premiers intervenants sur les lieux des sinistres ne sont pas assez formés en matière de secourisme et d'action humanitaire. Cette formation est un volet du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT élaboré par le gouvernement togolais pour réduire les conséquences liées aux calamités naturelles. Elle est destinée aux organisations de la société civile et aux forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, pris seul, ne peut pas résoudre tous les problèmes de gestion en situation d'urgence. Et il était opportun que ce soit les policiers, les gendarmes, les militaires et la population civile qui sont les premiers témoins quand il y a catastrophe, soient formés sur les premiers gestes avant que les spécialistes n'arrivent. Ces acteurs civils et militaires vont s'approprier les techniques de base d'extinction d'incendie, maîtriser le rôle et responsabilité d'un secouriste, ce qui permettra de renforcer la capacité opérationnelle des postes de secours régionaux dans la riposte aux situations d'urgence. Au terme de cette formation, nous pensons que au niveau de chaque unité de secours à construire et équiper, qu'il y ait du personnel adéquat pour intervenir. Donc il s'agit au finish de rendre opérationnel toutes ces unités en cours de construction. La formation a bénéficié de l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Elle prendra aussi en compte les acteurs des autres régions du Togo. Encore un mot à propos des crises de l'environnement, les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Comment gérer ces risques, le danger surtout pour la santé humaine? Eh bien, la préoccupation fait l'objet d'une séance de formation ouverte depuis hier. Les précisions de Douaré, Gérald Aboudjou. Les produits chimiques, à l'instar des engrais, des additifs alimentaires, des produits pharmaceutiques, des combustibles sont indispensables dans plusieurs secteurs d'activité humaine, tels que l'exploitation minière, la production industrielle, la production énergétique, l'agriculture ou encore la santé. Ils sont souvent utilisés, disent les experts, de manière inappropriée, ce qui constitue un véritable danger pour la santé humaine et environnementale. Pour prévenir et atténuer les risques qu'ils sont susceptibles d'entraîner, les acteurs clés de l'environnement et des industries s'approprient les mesures de précaution à observer en vue de leur utilisation sécurisée. Il s'agira d'appuyer également les CL qui disposent des produits chimiques à des quantités données et qui peuvent connaître des incidents à tout moment, à élaborer les plans opérationnels. Donc il s'agit de les accompagner également à stimuler, à mettre en exercice ces plans pour être efficaces et pouvoir répondre promptement en cas d'accident. L'adhésion du Togo aux instruments internationaux traitant des questions chimiques a permis de bénéficier de l'appui technique et financier de l'Union européenne et du Bénin qui ont une expertise reconnue en la matière. On produit au jour d'aujourd'hui des substances pour la consommation, beaucoup, et ça passe par ces produits qui sont dangereux pour la santé. Donc l'idée, c'est de mettre en place des dispositifs de manière à éviter d'impacter et l'environnement, qui est vraiment une problématique d'actualité, et les personnes aussi en cas d'accident ou en cas de fonctionnement régulier, par exemple les fumées des usines qui s'échappent, c'est pas bon pour la santé et il faut mettre en place des mesures au moment où ces fumées sont émises. À l'issue de cette formation, les documents de stratégie et de planification en matière de gestion des produits chimiques seront élaborés pour trouver des solutions aux questions de pollution et de sécurité et ainsi promouvoir un développement qui satisfait les besoins des populations sans affecter leur santé. Il est 20h14 à la Cour suprême, cérémonie solennelle ce matin pour les sept membres de la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Chacun, la main levée, a juré de remplir ses fonctions avec probité, neutralité, intégrité. Écoutez-la et Soram Théotéou. Le Togo fait de grands pas dans la lutte contre la corruption. En témoigne la prestation de serment des membres de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Levez la main droite et dites à haute et intelligible voix, je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure.
Cette institution, créée le 28 juillet 2015, s'ajoute à la longue liste d'actions du gouvernement contre ce phénomène. De ces actions rappelées à l'assistance par le président de la Cour suprême, on retiendra entre autres la prise en compte depuis 1980 par le Code pénal des mesures répressives contre la corruption et le détournement des deniers publics, la mise en place en 2001 de la Commission nationale contre la corruption et le sabotage économique, la Brigade économique et financière en 2002, la Cour des comptes en 1998 et l'adoption de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en 2007, sans oublier les instruments internationaux et communautaires auxquels a adhéré le Togo. Pour les 7 impétrants, la mission est délicate, mais la somme des expériences de l'équipe permettra de relever les défis. La mission principale qui nous est confiée, c'est la prévention. Au moyen de la sensibilisation, au moyen de l'information, au moyen de l'éducation. C'est une mission à la fois noble et délicate. Mais étant entendu que, bon, nous avons, comme vous avez vu, une expérience à la matière, avec votre soutien, nous pourrons l'accomplir aisément. Il faut du tact pour réussir la mission. Le procureur général Kodjovi Ekluboko et le président de la Cour suprême, Akakpovi Gamato, ne sont pas allés par 4 chemins pour le leur faire comprendre. Si le Togo n'a pas lésiné sur les moyens pour se conformer aux exigences légales internationales et communautaires, en vue de lutter contre la corruption, c'est parce que les autorités, les gouvernements ont la même appréhension et compréhension de ce phénomène, réaliser que cette lutte ne peut être menée et vaincue qu'au prix d'une coopération faisant converger les dispositions de la législation nationale. La formule du serment que vous venez de prêter à l'instant vous impose de remplir vos missions avec probité, neutralité et intégrité et de garder le secret des délibérations. Loin d'être une simple formalité, ce serment vous invite à observer vos obligations pour conférer plus de légitimité et de crédibilité à cet organe. Sur ce, je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions de membre de la haute autorité. Réussira-t-elle sa mission? C'est la grande question du moment. La voie est balisée avec les acquis enregistrés dans le domaine et reconnus par l'organisation américaine Millennium Challenge Account lors de son récent séjour au Togo. Eu égard aux impacts négatifs de la corruption sur le développement économique, la prospérité des affaires, l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit, tous les espoirs reposent donc sur cette haute autorité. Probité, neutralité et intégrité des valeurs forcément rappelées aux magistrats en séance de recyclage et de perfectionnement en ce mois même. Certains viennent d'être nommés, d'autres affectés. La séance devra les rendre opérationnels pour les nouveaux postes. C'est Soram Théotéou. Des magistrats responsables, capables de concilier texte de loi et humanisme. Des magistrats aptes à produire des rapports annuels en vue de relever les difficultés et aspects négatifs d'une loi. C'est entre autres ce à quoi sont conviés les participants à cette formation de reconversion des magistrats. Pour rappel, le 28 décembre 2016, plusieurs magistrats ont été nommés ou affectés. Parmi eux, 109 ont changé de fonction dans les juridictions, d'où la nécessité de les recycler. Un magistrat qui a longtemps exercé au parquet, comme substitut ou comme procureur de la République, s'il est nommé président d'une juridiction, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux fonctions. Il n'est plus procureur, il est devenu président. Donc, s'il a exercé cette fonction de procureur pendant des années, 3, 4, 5 ans, il a perdu un peu les réflexes de la fonction du siège de président, où il devient maintenant indépendant, il ne doit plus recevoir d'intervention quelconque avant de prendre ses décisions. C'est pour cela que nous avons prévu cette session de formation qui cible les différentes fonctions qui sont concernées par les affectations. Belle initiative selon le président de la Cour suprême, Akakpovi Gamato, qui exhorte les magistrats à aller vers les anciens, à recourir aux archives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour s'approprier les expériences des autres et se forger si possible des modèles.
Pour la directrice du centre de formation des professions de justice, Suzanne Soukoudé, il est prévu en 2017 30 sessions, dont les formations sur le contentieux électoral, les droits humains en milieu carcéral, le code de la route et le contentieux administratif. On en vient maintenant dans notre troisième titre ce soir, le partenariat public et privé sur le droit à la santé, thème de discussion de l'International des services publics réunis à Lomé ce mardi. C'est la coopération pour des soins de qualité en faveur de la population qui est envisagée. Les explications, Serge Estastom, Antoinette Oumov. Pour une gestion efficace et durable du système sanitaire togolais au grand bonheur des patients, une collaboration franche entre le secteur public et le privé s'impose. C'est en cela que le partenariat public-privé se révèle comme l'un des meilleurs moyens de favoriser le développement et d'offrir des soins de qualité à la population. Le concept partenariat public-privé et le droit à la santé sont ici présentés aux organisations de la société civile et syndicale par l'ISP, International des services publics. Nous avons été contactés, sinon briefés par le ministère de la Santé, que ce partenariat viendrait s'exercer dans notre système de santé du pays, plus principalement dans certains hôpitaux où certains services seront contractualisés afin de permettre à ce que des prestations meilleures soient offertes aux usagers. Mais en tant que syndicat et acteur de défense des droits des populations, il nous faut nécessairement comprendre le concept. Il est question de faire en sorte qu'il y ait accès équitable aux populations aux soins de santé. Nous estimons que ces fonds publics pourraient être utilisés pour justement développer les infrastructures de santé et offrir des soins de santé de qualité aux populations. Avec le dysfonctionnement observé dans le système de santé publique, le gouvernement a déjà entrepris des réformes pour régulariser le secteur. Il s'agit entre autres de l'approche contractuelle afin de réglementer le fonctionnement des hôpitaux publics du Togo. Et cette réunion de la commission consultative sous-régionale de l'ISP se révèle comme un accélérateur pour améliorer l'accès des populations aux services de la santé. Voilà, l'utilisation des fonds publics justement. Et pour le personnel, une gestion de plus en plus efficace et transparente des fonds de subvention est exigée. On veut y voir plus clair pour parler familièrement. La solution, l'utilisation d'un logiciel appelé tableau de bord. Les agents sont justement à l'école de cet outil. Les précisions de Koumou Boyote. Que faut-il donc faire? Quelle stratégie faut-il envisager pour satisfaire la curiosité et attirer davantage la confiance des partenaires au développement, en l'occurrence le Fonds mondial dans la gestion des subventions allouées au Togo en faveur de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. La question de la transparence reste alors posée. Et pour relever ce défi, l'usage du tableau de bord constitue l'ultime alternative. Ce nouveau logiciel, selon les experts, a fait ses preuves. Il permet de gérer au mieux les risques. Depuis ce matin, les acteurs du secteur de la santé sont à l'école de cet outil. C'est un outil très puissant de gestion des risques. Donc, il permet de déceler les risques financiers qui peuvent empêcher l'atteinte des résultats. Il permet de déceler les risques en matière de rupture de stock pour éviter que les populations ne puissent pas bénéficier des traitements qu'il faut. Il permet également de déceler les risques programmatiques, donc les indicateurs programmatiques pour lesquels le pays s'est engagé avec le Fonds mondial, de savoir leur rythme de progression et d'anticiper les comptes performance. Donc l'utilité réelle du tableau de bord, c'est dans ce sens. La démarche vise essentiellement l'amélioration de la performance des subventions. Les travaux de cette rencontre d'échange ont été facilités par l'appui financier de la coopération allemande GIZ. C'est vraiment pour assurer la bonne gestion des fonds. C'est pas parce que nous pensons que le système mis en place ici par le Togo n'est pas performant, mais c'est vraiment pour soutenir
la gestion et pour vraiment assurer la bonne gestion et la bonne utilisation des fonds. Ça va permettre les structures ici d'utiliser les fonds de manière adaptée et de voir immédiatement s'il y a des petits problèmes, culots d'étranglement. Ça, avec le dashboard, on est capable d'identifier les petits problèmes. Pendant 3 jours, les acteurs de la santé vont se familiariser avec l'usage du tableau de bord, cet outil qui pourra faciliter les actions de suivi et d'évaluation sur le terrain. Les droits et devoirs des élus consulaires pas forcément connus de tous, ni même des élus eux-mêmes parfois. Une séance de formation ouverte hier devra justement leur permettre de bien remplir et dans les conditions requises leurs devoirs. Lucassi. Élus en décembre dernier pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, les 110 élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT se familiarisent avec les méthodes et outils de travail de cette institution. À l'issue de cette session de formation, ils seront en mesure de bien accomplir leurs tâches et de représenter valablement la CCIT hors du Togo. La Chambre de commerce a été renouvelée à plus de 70% avec des élus nouveaux qui ne connaissent pas nécessairement ce métier. Même si ce n'est pas un métier, on est au service des autres. Encore une fois, j'insiste bien, les élus sont là au service des entreprises. La finalité, c'est de faire développer, que les entreprises se développent dans le secteur industriel et commercial. C'est ça le rôle d'une chambre de commerce. Et il y a un deuxième rôle qui est complètement lié, c'est la formation. Pour les premiers responsables de cette institution, cette formation est la bienvenue, d'autant plus qu'elle permettra aux nouveaux élus d'être à la hauteur de leurs attributions. Les élus consulaires sont les représentants de la Chambre de commerce sur toute l'étendue du territoire. Et ils doivent travailler dans le sens de faire évoluer la Chambre dans tous les domaines. Et ils doivent être formés. Nous les formons parce que c'est de nouveaux élus consulaires. Ils ont besoin d'être appuyés pour qu'ils soient performants sur le terrain. Ces élus consulaires qui viennent de plusieurs secteurs d'activité, notamment le commerce, l'industrie et les services, sont des chefs d'entreprise. Ils ont pour mission de défendre les intérêts du secteur privé et de définir la politique de la CCIT. Et 6 ans après le lancement du projet sur le cadre intégré renforcé en matière de commerce, eh bien l'heure est au bilan pour réactualiser de nouveaux systèmes et stratégies en vue de faire du commerce un outil essentiel de la croissance. Les acteurs du ministère du Commerce sont donc en séance de formation sur le sujet depuis hier. Firmé Adinaré pour les précisions. Au regard des initiatives entreprises par le Togo dans le cadre de la mise en œuvre du cadre intégré renforcé, il y a lieu de constater que le commerce est aujourd'hui bien ancré dans les stratégies de développement du pays. L'évolution du contexte socio-économique national et international, 6 ans après la réalisation de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce du Togo, exige une actualisation de ce projet. Et ceci pour une meilleure prise en compte du commerce dans les politiques sectorielles et les stratégies de développement du Togo. Il est apparu nécessaire donc de faire l'actualisation de cette étude pour prendre en compte un certain nombre de secteurs. Nous sommes dans un système commercial multilatéral. Il faudrait que le Togo puisse s'insérer véritablement dans ce système commercial. Donc il faudra quand même essayer de régler les difficultés du commerce pour permettre donc aux opérateurs économiques de vendre au niveau régional et international. Le cadre intégré renforcé est un programme destiné à faire du commerce un outil de croissance et de réduction de la pauvreté, d'où la nécessité pour le Togo de jouer sa partition en vue de prendre activement part au commerce international à travers une augmentation du volume de ces échanges, la recherche de la compétitivité de ces produits ainsi que l'amélioration continue de l'environnement des affaires. Et avant de refermer cette édition, eh bien, sachez que le directeur du Fonds d'aide à la culture, FAC, informe les artistes et promoteurs culturels dont les projets sont retenus pour financement par le Fonds, suivant la publication du quotidien national de Togo Presse du vendredi 3 février 2017, qu'ils sont invités à se présenter à partir du lundi 13 février 2017 à la direction du FAC ou dans les directions régionales des arts et de la culture, à Thévier, à Takwame, Sokode, Kara ou Dapaon, pour la signature de la convention de financement. Se munir à l'occasion d'une pièce d'identité, carte nationale d'identité ou passeport
en cours de validité du chronogramme actualisé de mise en œuvre du projet communiqué donc du directeur du Fonds d'aide à la culture qui met donc fin à cette édition du soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée.